Pour vous présenter donc très sommairement à nos téléspectateurs, vous êtes ancien gouverneur au Cameroun, gouverneur de la région du Nord-Ouest et de la région du Sud-Ouest, les deux régions anglophones au Cameroun. Vous avez été, Cabral l'a dit, secrétaire général de la présidence de la République, c'est-à-dire que numéro 2 pratiquement, quand on sait que le secrétaire général est le plus proche collaborateur, du moins en votre temps, est le plus proche collaborateur. Oui, à cette époque-là, c'est carrément le numéro 2. Voilà, le numéro 2. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes consultant international sur les questions de gouvernance. Vous sillonnez l'Afrique et même le monde pour dispenser votre expérience. Mais merci beaucoup. D'abord, je parcours le monde, c'est l'Afrique et le monde, c'est vrai, mais pas pour dispenser mon expérience, mais plutôt pour apprendre et confronter ma petite expérience à celle des autres. Oui, effectivement, le poste de secrétaire général au moment où je l'occupais, c'était officiellement le numéro 2, puisque le poste de Premier ministre venait d'être supprimé. A été supprimé le 4 février 1984. C'est ce jour-là que j'arrive comme secrétaire général. Et le président m'avait fait l'honneur de me confier la coordination de l'activité du gouvernement, ce que faisait le Premier ministre. Voilà. Donc c'était vraiment le numéro 2. Voilà. Bonsoir David Aboubachoui. Bonsoir. Le 2 février dernier, vous avez publié une lettre, notamment dans le journal Mutation. Ça a été repris par un certain nombre de publications. Ça vous a valu d'être invité sur tous les plateaux de télévision, être sollicité par les radios et autres. Le titre de votre sortie, c'était « Comprendre le problème anglophone pour mieux le résoudre ». Vous étiez conscient de l'écho que votre sortie allait donner? Non, certainement pas. Certainement pas. Je voulais porter un modeste témoignage sur ce que je savais, parce que je m'étais rendu compte que même au niveau du gouvernement, il y avait des déclarations qui juraient avec la réalité. Donc je me suis dit que ces gens-là sont tous des gens honnêtes. S'ils disent une telle chose, c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc mon objectif était de dire à peu près ce que je croyais être la vérité. Alors lorsque la première sortie est publiée par le journal Mutation, on commence à vous appeler. Oui, les télévisions vous sollicitent. D'ailleurs, parce que je me disais, bon... Ben, et vous avez eu à décliner un certain nombre d'offres médiatiques par la suite? Oui. J'ai surtout les invitations des médias internationaux. Bon, j'ai accepté celle de La Voix d'Amérique, mais d'autres médias internationaux, je n'ai pas accepté. Qu'est-ce qui motivait vos choix? Non, c'est que La Voix de l'Amérique était l'une des premières, avant même les médias camerounais, était l'un des premiers organes de presse à me solliciter. Et quand j'ai vu que ça commençait à s'accumuler, je me suis dit, il faut faire attention. Certaines personnes nous disent que vous avez eu des pressions de la présidence de la République qui vous a même demandé pourquoi cette sortie. Elle aurait pu être une sortie beaucoup plus discrète en faisant une note au chef de l'État. C'est réel? Non, ce sont des gens qui racontent ça. Non, la présidente de la République ne m'a rien dit par rapport à cela. Je sais qu'il y a des hauts fonctionnaires à travers la présidence de la République qui m'ont plutôt posé des questions pour que je puisse expliciter davantage un certain nombre de points, ce qui m'a fait penser que probablement ils en avaient besoin pour mieux préparer leurs notes, mais en dehors de cela... Alors cette sortie a exactement 6 points que vous avez développés, très concrètement, très rapidement. Quels sont les 6 points et quel est le contenu en un mot de chaque point? Alors, vous parlez dans le premier point de la décentralisation, plutôt l'hypercentralisation. L'hypercentralisation. Oui, parce que le premier problème, c'est la critique de l'État centralisé. Le deuxième problème, c'est le fait que on ne respecte... Toutes les décisions viennent de Yaoundé. Voilà, c'est le transfert des centres de décision de Bouéa et Bamenda à Yaoundé. Le troisième point, c'est que on leur avait fait un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues, notamment l'équité entre les deux langues. Le quatrième point, c'est ce problème matériel pendant la campagne électorale pour le référendum 72. On leur avait dit on va bitumer la Ring Road, on va faire ceci, on va faire cela. Ils ne l'ont pas vu venir. Le cinquième point, c'est le changement du nom de l'État qui est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Et le sixième, c'est la question du bilinguisme où ils estimaient que il n'y a pas
que les francophones ne font pas l'effort de parler anglais et que quand ils viennent devant les agents publics, on les oblige à parler le français. Alors David Aboué-Mathieu, ces 6 points que vous avez énumérés, que vous avez longuement développés avec des anecdotes à l'appui, c'est ce que vous appelez le problème anglophone. Ce sont des facettes du problème anglophone, oui, ce sont des facettes du problème anglophone. Si vous lisez au-delà des mots et derrière les lignes, vous verrez qu'il y a des aspects politiques, des aspects managériaux, des aspects culturels, etc. Parce que le fondement essentiel du problème anglophone est culturel. Alors vous développez quelque part, vous dites que ce problème, parce qu'ils sont mal pris, parce qu'ils ne sont pas résolus, on risque d'avoir des lendemains difficiles. Vous n'avez pas utilisé le mot, mais c'est à peu près cela. Oui, j'ai utilisé l'expression de réveils amers. Nous risquons d'avoir des réveils amers. Oui, parce que le Cameroun ne peut pas se permettre de laisser un abcès se former au sein d'une partie du territoire. Nous avons besoin de convivialité, nous avons besoin de concorde pour travailler dans la sérénité, utiliser les capacités et les talents de chacun des citoyens du Cameroun, quelle que soit sa zone de résidence. Et nous ne pouvons pas faire cela s'il y a des suspicions entre nous, s'il y a des gens qui ressentent un certain mal-être, parce que quand on ressent un mal-être, on ne va pas s'impliquer comme si on était décidé, engagé. C'est pour ça que j'ai toujours souhaité que, de toute façon, peut-être c'est ma formation d'administrateur qui m'a fait raisonner comme ça. Il ne faut pas laisser pourrir les situations. Dès qu'il y a une situation, le gouvernement et les administrations doivent s'en occuper. Alors, vous, dans cette situation des problèmes qu'on laisse dormir, vous faites un parallèle entre Boko Haram et puis le problème anglophone. Pourquoi ce parallèle? Alors, en réalité, ce que je... Et là, pour peut-être vous rafraîchir la mémoire, vous citez un Nigérian avec lequel vous avez travaillé à l'étranger. Exactement. Et puis, vous lui demandez qu'est-ce que c'est que Boko Haram, et il vous dit, il donne une réponse. C'est la première fois que j'avais vu ce mot. Et vous pensez qu'il y a un parallèle, par exemple? Et je lui avais demandé, mais je vois là Boko Haram, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi chez vous? Il y a plusieurs années. Hein. Et il m'a dit, oh, vous savez, c'est un groupuscule de fanatiques illuminés. Il ne faut pas n'accorder aucune... Don't mind that. C'est ce qu'il m'avait dit en anglais. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que nous avons... j'ai constaté que nous, les francophones, nous avons tendance à regarder ce problème d'en haut. Dire, oh, ces anglophones, ils dérangent, ils gênent, ils veulent encore quoi? Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est comme l'est. Quelqu'un m'a même dit, chez moi, dans l'oignon équelé, il n'y a pas d'eau. Ils se plaignent trop, ces gens-là, on ne peut pas les satisfaire. Ce qui n'est pas faux. Mais les problèmes se posent différemment. L'Est n'a jamais eu de gouvernement, ni de parlement, ni de justice, ni de fonction publique. Ces gens-là se sont administrés, ils se sont gouvernés avec leurs institutions. Et lorsque il a été mis fin à cette dispensation institutionnelle, il s'était dit, là où nous allons, ce sera au moins aussi bon que ce que nous avions. Mais ils estiment que là où ils sont venus, c'est moins bon. Donc, et c'est là le problème. C'est pour ça que je parlais d'un aspect politique. Il y a des aspects managériaux, c'est vrai, il y a des aspects culturels. Alors, j'ai dit ça parce que je connais un peu le jusqu'au-boutisme d'un certain nombre de personnes. Je vous cite un exemple. Lorsque, en 1990, on a piétiné par balle 6 personnes à Bamenda. C'est l'expression utilisée à l'époque, piétiner par balle. C'était l'expression officiellement retenue. Bon. On les a piétinés par balle. Mais on croyait que les gens allaient s'enfuir. Non, ils n'ont pas fui.
ils ont enjambé les cadavres et ils ont dit, mais piétinez-nous aussi par balle. Ils n'ont pas utilisé cette expression, ils ont utilisé une expression plus crue. Bon. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un essoufflement. Si on s'attend à un essoufflement, c'est ça une radicalisation. Bon. Et on ne sait jamais. Il y a des gens qui, par désespoir, peuvent aller chercher d'autres solutions ailleurs. Et vous avez pensé au Nigeria, qui est notre voisin, qui peut ouvrir les 700 km de frontières par lesquelles beaucoup de choses peuvent passer. Heureusement que nous avons à l'heure actuelle un gouvernement qui s'entend très bien avec nous. Mais on ne sait jamais, si jamais nous avions des gens hostiles de ce côté-là, que ce soit au niveau des régions, enfin des États fédérés ou du gouvernement central. Vous ne pensez pas que dans le cas du Cameroun, il manque un De Gaulle, il manque une volonté de régionalisation, de décentralisation? Vous n'avez pas franchi, c'est pas pourquoi pas un De Gaulle? Pourquoi pas une volonté de décentralisation? Vous savez, j'en connais un qui aurait pu dire que nous avons ici plus que De Gaulle. Cabral, c'est de qui je parle. Non, je crois que autre temps, autre mœurs. Les situations ne sont pas les mêmes. Nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui est très ouvert. Je me rappelle, j'ai relu plusieurs de ses discours avant d'écrire cet article. Je me rappelle son discours à Bamenda parce que sa première sortie comme président de la République en province, parce qu'on n'avait pas, nous n'étions pas encore revenus aux régions, c'était encore les provinces. Sa première sortie, c'était à Bamenda en 1983, février 83. Et il avait dit dans son discours, je reprends ces termes, « Je connais votre souci pour la vérité, je connais votre amour de la patrie, je connais les problèmes que vous avez et je vais m'atteler à les résoudre. » Quelle est votre solution pour résoudre ce problème? Non, je vous mentirais si je dirais que j'avais la solution. Vous la connaissez, vous connaissez les problèmes, vous connaissez les deux régions. Oui, je crois que ce que je souhaite, il faudrait qu'il y ait, le président l'a répété, hein, il est ouvert au dialogue. Je crois qu'il faudrait que nous nous asseyions, une délégation comportant des politiques, des universitaires, de la société civile, du secteur économique et de l'autre côté des parlementaires, des élus de manière générale et naturellement des gens qui contestent parce qu'on ne peut pas les discuter sans eux. Mais les populations de ces deux régions disent que les gens qui les représentent sont en prison. On va discuter avec qui? Bon, je crois que, vous savez, moi, quand je parcours l'histoire, j'ai vu Lumumba qui est sorti de prison pour aller négocier à Bruxelles, Kwame Nkrumah est sorti de prison pour aller discuter à Accra et devenir Premier ministre, Jomo Kenyatta est sorti de prison pour aller discuter, etc. Donc, je crois que les prisons ne sont pas fermées définitivement. On peut faire sortir des gens si on veut les faire sortir. On a créé une commission, le chef de l'État a créé le 23 janvier 2017 la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a été, vous avez été officiellement nommé dans cette commission le 15 mars dernier. Vous n'avez pas le sentiment d'occuper un strapontin plutôt qu'un fauteuil, compte tenu de votre envergure, de la connaissance que vous avez de ce problème? En réalité, je m'attendais à être un conseiller occulte des membres de cette commission. C'est-à-dire, je me disais, bon, dès qu'il serait nommé, je ferais les papiers pour leur dire quel est le problème. Je ne les publierai plus dans un journal, mais je les remettrai pour que... Maintenant que vous êtes officiellement... Je ne m'attendais pas à être membre de la commission. Donc, pour moi, ce n'est pas un strapontin, c'est un trône. Mais je crois que il faut bien percevoir, je peux me tromper, mais tel que j'ai lu le décret, cette commission n'a pas été créée pour résoudre le problème anglophone actuel. Je crois qu'il faudrait que nous soyons clairs là-dessus.
Parce que la commission est un organisme consultatif permanent qui aurait pu être créé il y a 20 ans. Exactement, qui aura une administration qui ne se réunit que 2 fois par an, etc. Et lorsqu'on lit ses attributions, c'est au dernier tiret qu'on dit le président de la République peut leur confier toute autre mission, y compris des missions de médiation. Ce n'est que le dernier tiret qui dit cela. Les autres missions, il fait des rapports, il reçoit des plaintes qu'il transmet au chef de l'État, il fait des rapports sur la situation, il fait même des enquêtes, etc. etc. Alors, je ne crois pas que ce soit les 15 membres de cette commission qui puissent résoudre la question anglophone. Moi, je dis toujours que si j'avais un conseil à donner au gouvernant, parce que là je parle encore en tant que simple citoyen, je n'ai pas pris fonction en tant que membre de la commission, sinon je serais soumis à l'obligation de réserve. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est un comité spécifique qui puisse aller discuter, échanger avec nos frères, les écouter, rapporter leur point de vue et voir comment nous pouvons les résoudre. Parce que c'est ce que nous avons fait avec les avocats, c'est ce que nous avons fait avec les enseignants. Mais une fois que l'on est passé de revendications corporatistes à des revendications politiques et autres, à mon avis, nous aurions pu constituer une délégation correspondant à ces nouvelles revendications. Vous avez longuement voyagé, vous allez au Canada, vous allez en Suisse, vous êtes en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Le fédéralisme, c'est pas un salut? Écoutez, il y a un débat au Cameroun sur le fédéralisme. J'étais justement aux États-Unis quand j'ai lu un document qui disait qu'il ne fallait plus qu'on parle du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une forme de l'État. Et pourquoi ça n'a rien à voir avec public? L'unité nationale. Il n'y a pas antinomie entre fédéralisme et unité nationale. On peut rejeter le fédéralisme, mais sur d'autres bases. Pas parce qu'il porte atteinte à l'unité nationale. Dans cet article, d'ailleurs, j'ai écrit quelque part que moi, qui ai vécu sous l'État sous tutelle, l'État, la République du Cameroun, l'État fédéral, la République unie, et puis à nouveau la République du Cameroun, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier auprès d'autres, de certains autres de vos aînés, que le sentiment national, le sentiment patriotique chez les fonctionnaires était beaucoup plus puissant dans les années 60 et au début des années 70 qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand je vois ces problèmes de corruption, quand je vois comment les gens sont prêts à aller à l'étranger pour un oui ou un non demander à tel ou tel. Mais nous avions une telle fierté du Cameroun. Et je vais terminer par là. En 68, lorsqu'on préparait le texte sur ce fameux texte sur le code de la nationalité, il y a eu un débat sur la double nationalité. Bon, c'est vrai qu'il y avait des arrière-pensées, il ne fallait pas que les gens qui étaient à l'étranger, etc. Mais l'argument officiel qui avait été donné, c'était quoi? C'est que avoir la nationalité camerounaise est à la fois un honneur et un privilège. Cet honneur et ce privilège ne peuvent se partager avec aucune autre nationalité, car aucune autre ne vaut la nationalité camerounaise. C'était l'argument de poids. Voilà.